moi je dirais que le quiz dans le contexte finalement du parcours d'apprentissage, on va essayer de dédramatiser en fait le rapport qu'on a au quiz, c'est-à-dire que pendant un cours en présentiel, on a l'habitude finalement d'utiliser le cours pour sanctionner l'apprentissage des étudiants. C'est-à-dire qu'on va vérifier s'ils ont bien appris, retenu tel ou tel concept. Mais au final, avec l'usage du e-learning ou du digital learning, de l'enseignement en ligne de façon générale, en fait, la culture du quiz a changé. Finalement, on peut utiliser le quiz pour essayer d'en faire ce qu'on appelle une activité active. C'est-à-dire que on a un étudiant qui est pendant 10 minutes face à son écran, tout seul. Il est en train de regarder une vidéo, il est en train de vous suivre, peu importe l'activité qu'il est en train de faire. Et au bout de 10 minutes, on ne sait pas ce qu'il a assimilé ou pas. On peut utiliser finalement cette activité pour se dire, au bout de 10 minutes, on va vérifier s'il a bien retenu le concept qu'on lui a transmis ou pas. Et ça va aussi l'aider à faire ce qu'on appelle de l'ancrage mémoriel. Parce que finalement, ce quiz va plus l'aider à mémoriser ce qu'il vient de voir plutôt que l'évaluer sur ce qu'il vient de voir. Donc du coup, si on prend par exemple un étudiant dans une séquence de cours qui peut être un peu plus passif qu'un cours en présentiel, parce qu'il est devant son écran, donc il reçoit de l'information continuellement. Et donc du coup, il va peut-être regarder des vidéos, il va lire du texte, il va regarder un PDF, un schéma, peu importe. Et donc du coup, il est vraiment en phase de réception et non de réaction face à cette information. Et donc du coup, on ne sait pas si finalement il l'a bien mémorisé ou pas, et qu'est-ce qui finalement nous prouve qu'il a mémorisé au final. Et donc ce qui est recommandé, c'est que on fasse des quiz assez régulièrement dans la session de cours pour que justement on puisse un petit peu intégrer cette notion de challenge pour l'étudiant. Parce que quand on lui met un petit peu des quiz, pas forcément pour lui dire on va te donner une note finalement pour savoir si tu as bien compris ou pas, mais plus pour lui dire on va te challenger, on va voir si tu as bien compris, mais si tu n'as pas compris, c'est pas grave, parce que finalement dans ce quiz il va t'aider à mieux comprendre. Ou peut-être à vérifier que tu n'as pas compris, mais du coup ça va te permettre de poser les bonnes questions sur ce que tu n'as pas compris. Donc voilà un petit peu cette notion de quiz et cette notion de challenge qui est apportée par le quiz. Et ça peut du coup être un vrai levier de motivation dans ce contexte-là. Donc la question qui nous vient à l'esprit avec cette notion d'intégration de quiz et d'interactivité dans le processus d'apprentissage en ligne, c'est que en fait le fait d'avoir finalement des quiz scorés en permanence, le danger c'est que si l'étudiant n'a pas très bien maîtrisé ces notions et que finalement il a une note qui n'est pas assez bonne à ses yeux ou pas assez bonne aux yeux de l'enseignant, il va tout simplement être démotivé. Il va se dire je ne suis pas bon, c'est bon, je ne vais pas faire. Alors que si on lui dit c'est un quiz, mais c'est pas forcément pour te juger, c'est juste pour t'accompagner dans ton apprentissage, finalement il va se dire ah oui mais d'accord, donc du coup plus je fais de quiz, plus je vérifie mes compétences, plus j'ai appris, plus j'ai envie d'apprendre. Donc voilà un peu la dynamique qu'on peut créer via le quiz. Et le quiz il peut être utilisé bien évidemment à différents niveaux du cours, mais il y a un endroit où moi j'affectionne particulièrement l'usage du quiz, c'est au début du cours. Pourquoi ? Parce qu'il peut être utilisé en fait comme un énoncé d'objectif. C'est-à-dire qu'un étudiant qui sait ce qu'il va apprendre pendant le cours l'apprend mieux que quand il ne sait pas au final. Et quand on lui donne finalement un quiz qui n'est pas noté et qu'on lui dit voilà les notions que tu vas devoir retenir en fait tout au long de ce cours, et lui il va se concentrer sur ces points-là et du coup il va mieux les retenir que si on ne l'avait pas présenté au départ. Donc voilà, j'essaie de faire vite, donc je vais sauter, mais du coup j'ai oublié de faire passer les slides, donc ça c'est pas cool. Donc là c'est sur la classe virtuelle, ça synthétise un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup pareil pour les quiz, c'est les raisons pour lesquelles il faut les dédramatiser. Oui, le fait de dire faire un quiz toutes les 20-30 minutes, ça permet en fait de laisser à l'étudiant le temps d'acquérir un certain nombre de notions, mais en même temps de le faire interrompre, en fait de ne pas le laisser sombrer dans la monotonie, dans le nul. Donc généralement 20-30 minutes en fait c'est ce qui est convenu communément admis. Et puis ce que
que j'étais en train de vous dire sur l'idée que le quiz, c'est bien de le mettre aussi en début de session, parce que ça permet en fait de lancer le challenge des étudiants en disant, bon ben, c'est ces notions-là auxquelles je dois faire attention en fait pendant le cours, et du coup mieux le réfléchir. Et donc là, la troisième modalité dont je voulais vous parler, c'était la notion d'hybridation. Alors je pense qu'elle est d'actualité parce que du coup on ne sait absolument pas comment va se dérouler l'année prochaine. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent, mais au final on ne sait pas forcément toujours comment ça se passe, ni comment est-ce qu'on pourrait la mettre en place. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était judicieux d'en parler aujourd'hui. Donc la formation hybride, on l'a définie en général comme en fait une combinaison d'activités entre le présentiel et le distanciel. Et du coup, c'est dans bien évidemment des proportions qui restent variables. Et donc là, en fait, je vous montre un exemple, en fait, une représentation de cours hybride. Un cours qui va, par exemple, s'échelonner sur 6 semaines. On va choisir d'avoir une première semaine en présentiel, 3 semaines de distanciel, une 4e semaine en présentiel et une 6e semaine en distanciel. Donc du coup, ce qui est la règle établie, c'est d'avoir à peu près 20% du cours qui se fait en distanciel pour appeler ça une forme d'hybridation. C'est-à-dire sur 15 cours, par exemple, 3 vont être faits en distanciel. À partir de là, il peut y avoir 4 séances ou plus, ça dépend vraiment de l'intérêt qu'on veut en faire et de l'usage. Donc je voulais aussi vous parler des avantages de l'hybridation. Pourquoi est-ce que l'hybridation finalement est quelque chose qui peut avoir un apport assez intéressant à l'apprentissage et à la transmission de connaissances? C'est que le premier avantage, et peut-être forcément le plus évident, c'est qu'en fait, c'est une modalité qui combine finalement les avantages de 2 modalités, le distanciel et le présentiel. Donc du coup, ça permet finalement aux étudiants de jongler entre les deux, et donc du coup, finalement, d'en laisser un peu le choix. Après, il y a la possibilité, bien sûr, d'être en distanciel en asynchrone et asynchrone, ce que disait Hubert aussi ce matin. Et donc du coup, ça laisse encore plus de choix aux étudiants, et qui dit choix finalement, dit une certaine augmentation de la motivation des étudiants, parce que finalement ils ont le choix d'aller apprendre et d'aller chercher l'information, et qui dit augmentation de la motivation, donc flexibilité, augmentation de la motivation, forcément les taux de réussite vont être meilleurs, et donc du coup forcément les étudiants seront encore plus satisfaits. Donc voilà un petit peu les répercussions qu'on peut avoir sur les cours hybrides. J'essaie de faire très rapide. Il faut vraiment aujourd'hui, il faut absolument penser présentiel et distanciel mais de façon cohérente et intégrée. C'est-à-dire que c'est 2 choses qui vont venir s'imbriquer, mais dans un processus, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 choses qui vont rester séparées. Et la deuxième chose dont je voulais que vous gardiez en tête, mais je pense que les auditoires, vous le savez déjà tous, c'est vraiment remettre les interactions vraiment au centre du dispositif, parce que c'est ce qui motive finalement les étudiants, et c'est ce qui permet d'avoir des taux de réussite quand même qui sont très intéressants comparés à ce qu'on a l'habitude. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, même si j'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'essaie d'être succincte. Donc là, je vous laisse à vos questions, vos remarques, vos discussions et Vraiment, merci beaucoup pour cette synthèse finalement, qui reprend des choses qui ont été abordées ce matin. Et je donne tout de suite la parole à Noël qui avait des remarques à ce sujet. Ouais, depuis ce matin, je trouve qu'il est beaucoup parlé de scénarios pédagogiques qui en fait des scénarios de transmission du savoir. Hein, on est plutôt dans là, c'est une forme de quiz qui fait un petit peu d'entraînement, mais qui permet d'évaluer finalement la transmission du savoir. Oui. Moi, je voudrais qu'on pense aussi numérique avec toutes les autres applications qui peuvent être générées justement par ce numérique et pas forcément dans le cadre d'une classe normale. Notamment, le numérique pourrait être un lieu d'entraînement, hein, de faire que d'entraînement. À l'espace langue, il y a plein d'exercices, Donc c'est en complément de la transmission du savoir. Il y a aussi la transmission du savoir, mais il y a aussi beaucoup d'exercices. Il y a tout l'aspect pédagogique par l'erreur. En médecine, on peut aller opérer des gens et les faire mourir. C'est pas grave. On est en numérique. Hein? Eh ben oui. Moi j'aurais fait mourir 12. Voilà. En vrai, ils ne sont pas gardés. Ils m'en veulent pas.
Non, mais c'est aussi un apport du numérique par rapport à une situation de présentiel, je veux dire. Oui. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. On dit beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de scénarisation en transmissif finalement, Oui. et peu, même les rétroactions de quiz. Les quiz sont très intéressants, mais ce qui est intéressant, c'est la rétroactivité par rapport à ça. Voilà. Alors, c'est vrai que numérique, on pense un peu, on peut avoir beaucoup de gens en même temps, donc c'est difficile de différencier les modes adaptatifs. Le numérique, justement, permet, en fonction des réponses ou des mauvaises réponses, de faire un mode plus adaptatif et plus associé, finalement, au parcours de chacun en fonction de ses difficultés. Et numérique, malheureusement, je pense que c'est parce qu'on a vécu ça en imposé dernièrement, on pense immédiatement en transmission du savoir, alors que je trouve que l'essentiel apport numérique, il est ailleurs, justement. Il est ailleurs. Et c'est intéressant que tu parles d'autres fonctionnalités que le quiz, qui en effet fournit une évaluation ou un feedback. Moi, qui suis un peu flemmarde, contrairement à David, par exemple, qui passe son temps à scénariser des trucs, en fait, j'ai trouvé que je me déculpabilise, je me disculpe en faisant travailler les étudiants, entre guillemets, à ma place. C'est-à-dire que plutôt que de faire des PowerPoint, je leur en fais faire. On parlait de podcast avec Katagena ce matin, eh ben, je leur fais faire des podcasts. Bon, évidemment, ça suppose quand même qu'on sait à peu près ce qu'on veut comme résultat et par quelle voie les étudiants vont passer. Mais c'est aussi l'une des fonctions, l'une des possibilités, des potentialités offertes par ces outils. Et puis, on n'en aura pas du tout parlé aujourd'hui, mais ces outils de visio, on a parlé de Discord, Teams le permet. Moi, je travaille encore avec tous les défauts que ça représente sur des groupes Facebook, parce que des étudiants, il y a quelques années, maintenant c'est complètement passé de mode, il y a quelques années, tout le monde était sur Facebook, donc ils avaient créé eux-mêmes un groupe Facebook, et ça permettait vraiment d'avoir des échanges, qui aujourd'hui se passent plutôt ailleurs, sur Telegram, etc., et de répartir les tâches, donc de travailler collégialement à distance. Donc, quand on regarde un petit peu l'efficacité, il y a des échelles, hein, Cécile parle bien de ça. Une classe en transmissif, on est au bas de l'échelle, avec des vidéos, etc., on monte un petit peu, et on finit au summum, qui est non pas la classe virtuelle, mais la classe inversée, c'est-à-dire que c'est des élèves qui font eux-mêmes la classe. Tu vois ? Et la classe, alors, moi, pour tous ces aspects-là, je me pose des questions, j'ai des réserves en fait, y compris pour la classe inversée d'ailleurs, c'est-à-dire il s'agit toujours de l'implication des étudiants. Et même ce matin, on parlait des feedbacks. On remarquera aussi que quand on fait des enquêtes, c'est toujours les mêmes qui répondent. Donc on a quand même un angle mort avec des étudiants. Bon, bien sûr, ils ont trouvé le cours plus sympa que s'ils étaient restés passivement au fond d'amphi ou bien avec en restant déconnectés et avec un prof qui lit son cours. Mais en fait, je me demande comment on peut vraiment impliquer les étudiants et c'est pas qu'une question d'outils en fait. Donc il y a la question de la scénarisation, c'est évident, le rythme, les activités jouent. Il y a ce dont on parlait ce matin, la personnalité, l'improvisation, la manière finalement de... Quand David disait on va attraper les étudiants, comment la captation de l'attention. Et tous ces outils-là, quand ça marche bien, mais là on l'expérimente et c'est ce qui est intéressant aussi. Il nous arrive toujours d'avoir un bug parce qu'il n'y a plus de batterie, parce que l'étonnement marche mal, parce qu'on a oublié ses codes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et ça, c'est toujours l'ultime... parce qu'à un moment, le cours, il est programmé, il est là, les étudiants sont là, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on peut toujours leur faire une interro surprise sur une feuille de papier. Hein, ça finit par avoir ses charmes aussi. Jamais tu fais ça, moi je n'ai plus jamais ça. Dans l'enseignement à distance, pas moins ça. Pas moins ça, parce que les boucles Ah bah c'est pareil, tu as juste mis un terme. Non mais je plaisantais. Mais je veux dire, je fais exprès du mauvais esprit parce qu'en fait, si on est là, c'est bien parce qu'on essaye de voir quels sont les nouveaux outils et comment les optimiser. Mais
je continue de m'interroger sur les limites aussi de ce que ça apporte. Je trouve que c'est intéressant que tu rappelles que dans tout ça, il y a la part d'évaluation et qui correspond à une vision de la transmission. Et alors que en sciences d'éducation, enfin dans les théories d'appropriation des savoirs, le constructivisme est quand même, enfin, il est préconisé dans le second degré, enfin c'est ce sur quoi on est censé s'appuyer. Et donc on parle de centration sur l'apprenant, en langue aussi, en FLE, de centration sur l'apprenant, de construction des savoirs par l'apprenant lui-même, etc. Et en fait, dans les faits, en pratique, c'est compliqué à mettre en place. Et c'est très variable selon les élèves et les étudiants. Et la classe inversée, évidemment, ce serait super si on était sûr que les étudiants ils se connectaient avant le cours ou qu'ils lisaient les trucs qu'on leur envoie ou qu'ils regardaient les vidéos. Mais la réalité... Juste une chose, je suis un petit peu plus rétive sur la classe inversée, qui est pour moi la quintessence du cours magistral. Sauf qu'il est externalisé, il a la charge d'étudiants stricte. Donc là, le prof, il n'a carrément plus rien à faire, puisque le cours magistral est externalisé, indépendamment des problèmes techniques qui peuvent avoir lieu, et puis dans le monde idéal, vous pouvez imaginer que chacun reçoit son cours, sa capsule vidéo, avec ce qu'il y a à retenir, et que le contenu du cours devient le TD. Donc on est juste en train de transposer un modèle très ancien, du cours magistral et du TD, en imaginant y mettre une innovation parce qu'il y a une technologie qui est derrière. Mais la classe inversée, a priori, c'est on apprend le cours seul chez soi, on regarde les vidéos autant de fois qu'on veut. C'est une plus-value, effectivement, la répétition. Mais le répétiteur, et le répétiteur en chair à endos, au sens de l'université du XIXe siècle, c'est le TD qui va venir vérifier qu'on a bien appris le cours qui était la copie qu'on était censé en faire initialement. Donc c'est juste une amélioration d'un dispositif pédagogique qui n'est pas spécialement innovant. Oui, tu peux le faire sous forme d'études de cas, enfin, de poser une problématique au début. À ce moment-là, c'est pas une classe inversée. Oui, c'est pas ça. Ça finira par une classe inversée, très certainement. Mais c'est vrai que lorsqu'on avait discuté, Nadia, tu m'avais dit, et ça m'avait marqué, c'est vrai que parfois, en termes des trucs de méthodologie, au lieu de les répéter 500 fois, on peut dire, bon, pour arriver à tel résultat, allez chercher en ligne, ou bien je vous envoie les docs, et puis vous les potassez de votre côté. Et en fait, ce matin, on parlait de carottes et de bâtons. Il faut un objectif pour ça, c'est pas juste, vous faites le truc de votre côté, et puis vous allez revenir en classe et on va passer à la suite. Donc comment on fait en sorte que ça devienne un peu désirable, finalement, d'aller consulter ces documents? C'est pas facile, en fait. Alors moi, mon expérience, pour avoir pratiqué avec les étudiants, c'est le préalable, c'est qu'il faut leur expliciter le niveau contrat pédagogique. Ils comprennent vraiment. Donc moi, ce que je leur explique, c'est que pour eux, c'est un temps de travail constant. Je sais pas, parce que c'est aussi un peu le travers de la classe inversée ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, pour passer une demi-heure ou une heure à regarder des vidéos, avant, et si on conserve le même temps en présentiel, donc ils ne vont pas avoir à travailler plus. Simplement, moi ce que je leur explique, c'est qu'on va inverser les choses de façon à ce qu'on passe plus de temps ensemble à avoir des questionnements, des interactions intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que je peux, où l'apport du présentiel est vraiment minime, et où même le numérique peut apporter des choses, si je peux intégrer des vidéos, des simulations, des choses. Enfin, je peux avoir une vidéo enrichie, qui sera à mon avis, mais pas une heure, c'est 15 minutes, très bien pensée, très bien scénarisée, où j'utilise le numérique parce que je vais pouvoir faire plein de choses que je ne pourrais pas faire en présentiel. Et après, on va, le temps qu'on va passer, on essaye de rendre le plus efficace possible le peu de temps qu'on a ensemble. Et après, le contrat, c'est clair, c'est qu'il faut absolument qu'à aucun moment, ceux qui n'ont pas vu cette capsule, à aucun moment je reviens dessus en présentiel. Donc la première fois, ils se disent, c'est pas grave, je ne la regarde pas, et le prof il va nous réexpliquer, et puis non. Donc le coup d'après, c'est soit je ne l'ai pas vu, c'est pas la peine que j'aille en cours parce que je ne vais rien comprendre aux discussions, et puis la troisième fois, je viens en cours parce que je m'aperçois que tout seul je ne m'en sors pas, donc j'ai révisé aussi, il faut que je regarde la vidéo, mais il faut que le contrat soit vraiment clair.
En tout cas, ça peut marcher. Moi, ça marche pour... en école d'ingénieur, ça marche très bien. En licence, ça marche Oui, pas pour tout le monde. Ça dépend du public. En fait, il faut adapter le contexte au public. Et en plus de ça, c'est vrai qu'il faut se définir un objectif. Il faut se définir un objectif et se dire quel est l'objectif que j'ai à faire ou à mettre en place cette modalité-là ou cette méthodologie-là. Et à partir de là, forcément, tout se développe. Et du coup, ça prend du sens. Parce que finalement, effectivement, il y a les contrats. Donc les étudiants, malgré eux, vont respecter les contrats. Et de l'autre côté, finalement, il y a un objectif à atteindre. Et du coup, en réponse de cet objectif, il y a telle ou telle chose à avoir ou à obtenir. Soit parce qu'ils vont acquérir la compétence qui est finalement définie au départ, soit parce qu'ils vont avoir un bon point, soit pour X ou Y raison. Quel que soit l'objectif, il doit y en avoir un. C'est ça Merci beaucoup. Donc, on retient quand même ces notions de contrat pédagogique et d'objectif, les outils restant au service de ces aspects-là. Merci pour cette synthèse et ça va être le tour de Christophe. Donc, on t'applaudit.